Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. L'immolation, geste ultime de désespoir pour exposer au monde ses souffrances. Depuis plusieurs années maintenant, les immolations par le feu se multiplient au Tibet, région autonome située dans le sud-ouest de la Chine. Pour les défenseurs de la cause tibétaine, le territoire a été annexé par la Chine communiste en 1950. Pour Pékin, au contraire, il fait partie intégrante de son territoire. Deux grands témoins pour en parler dans votre 64 minutes. André Gattolin, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur français, membre d'Europe Écologie Les Verts, donc au Sénat, et vous êtes le membre du groupe d'information sur le Tibet au Sénat français. Avec nous également Thénam, bienvenue à vous également. Vous êtes réfugié tibétain en France. Thénam, ce n'est pas votre vraie identité. Pourquoi est-ce que vous choisissez de témoigner sous un nom d'emprunt ? Justement parce que j'ai un parti de ma famille qui sont toujours au Tibet. Donc je pense que ce sera mieux d'être prudent. Parce que si j'ai peur pour la vie de ma famille là-bas, donc c'est toujours mieux de rester dans un sens un peu anonyme. Pour protéger vos proches qui sont donc au Tibet. Alors, quel rapport entretenez-vous avec le Tibet, le pays de vos parents ? Le pays de mes parents, c'est pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Parce que, surtout pour le fait que tout ce qu'il a donné mes parents pour le Tibet. Donc pour moi, Tibet, c'est ma maison, mon pays et ma patrie. Et depuis que je suis en exil, j'ai essayé de faire toujours quelque chose pour le Tibet, toujours essayer de parler avec les gens, toujours essayer de sensibiliser les gens par rapport au Tibet. Et vous, pourtant, vous n'y êtes jamais allé. Vous avez grandi dans un camp de réfugiés à Dharamsala, en Inde. Oui. Comment est-ce que vous vivez ce pays-là, qui est le vôtre, sans y être allé ? Donc, c'est assez, dans un sens, c'est assez important pour moi parce que moi, j'ai grandi avec cette témoignage, dans un sens. Ma mère, elle était enceinte quand elle a quitté Tibet. Donc, quand j'étais né en Inde, dans un sens, je sens un lien avec le Tibet, même si j'étais jamais au Tibet. Donc, pour moi, et surtout pour moi, le Tibet, c'est quelque chose. Si je parle de mon père, quand l'armée communiste, ils ont arrivé au Tibet. Moi, je viens du sud-est du Tibet. Donc, on a vu l'armée chinoise en premier. Et mon père, il a quitté Tibet. Il est arrivé en Inde et il a acheté des armes. Il est rentré au Tibet pour battre. Dans un sens, mon père, il a acheté à peu près 20 flingues. Et il a pensé qu'avec cette 20 flingues, il peut battre le communiste chinois. Et pour moi, c'est ça, même si c'était un peu, comment on dit, en guerre quixotique, c'est ça ? Oui, perdu d'avance, en fait, déséquilibré. Oui. Mais il a continué, il a jamais perdu son espoir. Et ça m'a donné de l'espoir. Et aujourd'hui, quand on va au Tibet, il y a plus que 127 Tibétains qui sont immolés. Et pour moi, eux, c'est ma source d'inspiration. Et pour eux, j'ai continué à battre pour le Tibet. André Gattolin, pourquoi avez-vous, si l'on peut dire, épousé cette cause tibétaine ? C'est une longue histoire. Moi, je me suis toujours préoccupé. Je crois que faire de la politique, c'est bien sûr s'intéresser aux préoccupations des gens, aux plus proches. Et puis, c'est penser aussi la globalité du monde. Et je crois qu'il y a des situations qui sont emblématiques. Alors, mon histoire avec le Tibet, elle remonte à plus de 30 ans parce que je me suis retrouvé avec des militants des droits de l'homme en Italie qui avaient créé une association, déjà à l'époque, au début des années 80, pour défendre la cause tibétaine. Et puis, comme j'ai une culture politique non violente, notamment
j'ai beaucoup de chance de rencontrer des gens qui m'ont fait comprendre que la politique, c'est un combat, mais c'est un combat justement sans les armes, par la non-violence. On peut être que touché par la façon dont cette résistance s'est construite de plus de 50 années, l'abandon de la lutte armée parce qu'elle n'avait plus de sens, et aussi parce que dans la philosophie bouddhiste, le respect des êtres, de la nature, de l'entourage est essentiel. En plus, comme je suis écologiste, je trouve que les enjeux qui touchent le Tibet, ce qu'on appelle le troisième pôle, troisième zone d'eau potable, glacée, après le pôle Nord et le pôle Sud, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec la politique que mène la Chine de surexploitation de ces régions, c'est quelque chose de central pour l'ensemble de l'humanité. Alors, vous venez de commander un sondage réalisé en France et en Allemagne. Il paraîtra demain en exclusivité dans le quotidien français Libération. Sondage qui porte sur le sentiment des Français et des Allemands par rapport à la question tibétaine. Quel est le résultat de ce sondage ? Alors, j'ai commandé à travers une association, on est plusieurs, qui s'appelle International Campaign for Tibet, campagne internationale pour le Tibet, qui est une ONG qui est basée à Bruxelles, dans différentes capitales. Nous avions, l'an passé, j'avais déjà aidé ce type de sondage, et on a décidé de le faire franco-allemand parce que le président chinois Xi Jinping est actuellement en Belgique. Il arrive demain en France pour 4 jours. Il va aller en Allemagne et ensuite en Hollande. Et donc c'est intéressant de voir comment l'opinion publique française et allemande, les deux principaux pays, ressentaient. La critique est forte sur la question des droits de l'homme, la sensibilité est très grande. 90% des Français et des Allemands se disent préoccupés par la situation des droits de l'homme au Tibet et plus généralement en Chine. Il y a la volonté que notre président de la République, mais aussi la chancelière allemande, parle de ces questions des droits de l'homme et ne parle pas que d'échanges commerciaux avec le président chinois. Et puis, il y a un mouvement de sympathie extrêmement élevé, là aussi proche de 90%, 88% en Allemagne, 89% en France, de sympathie à l'égard du Dalai Lama. Et la demande par 83% des Français, exactement le même chiffre en Allemagne, 83%, qui demandent à ce que le Dalai Lama soit reçu officiellement, soit invité par le président français et par la chancelière Angela Merkel. Alors, on dit souvent, est-ce qu'il y a une opinion européenne ? Là, pour le coup, on a pratiquement dans les deux pays la même opinion, une opinion très forte en soutien aux Tibétains, en préoccupation vis-à-vis de la situation des droits de l'homme, même si on a conscience qu'il faut faire du commerce avec la Chine. On ne veut pas que la question des droits de l'homme soit annihilée, exclue des discussions avec les dirigeants chinois. Alors nous le précisons, nous avons sollicité un entretien auprès de l'ambassade de Chine à Paris. En vain, l'ambassadeur de Chine à Paris sera notre invité après la visite que vous évoquez, celle du président chinois Xi Jinping. André Gattolin, la Chine, pour justifier sa présence au Tibet, fait valoir le fait que la société tibétaine est théocratique. Que répondez-vous à cet argument mis en avant par Pékin ? Oui, alors c'est un vieil argument, il faut pas se leurrer. Dans la première moitié du XXe siècle, ce n'était pas un fonctionnement démocratique. Il y avait une forme d'ecclésia, d'église, qui était puissante, pour autant qu'il y avait quand même une très forte harmonie avec la population tibétaine. Moi, ce que je note, parce que ça fait longtemps que je suis donc les questions tibétaines, il y a eu une volonté, notamment du Dalai Lama, déjà de distinguer le pouvoir spirituel du pouvoir temporel, puisque maintenant il y a un premier ministre, il y a un leader politique en exil, qui est élu démocratiquement par l'ensemble, en tous les cas des gens qui peuvent voter, c'est-à-dire des Tibétains en exil. Il y a une volonté de trouver une solution politique, et il y a une adhésion aux thèses et aux valeurs démocratiques, que ce soit la peine de mort, que ce soit même la tolérance sur le mariage homosexuel, qui est affirmée aujourd'hui par le leader tibétain. Donc je dirais, il y a sans doute eu par le passé, mais vous prenez la France des années 50, je ne peux pas dire que le débat démocratique était parfaitement respecté non plus. Je trouve que ce sont des faux arguments souvent soulevés par M. Mélenchon pour justifier un grand amour et une sympathie. Un politique français, donc, effectivement, qui défend plutôt le pouvoir chinois. Thénam, vous évoquiez tout à l'heure près de 130 immolations par le feu. Comment expliquez-vous ces gestes de désespoir et de revendication politique ? Justement, pour moi, c'est les immolations ou les immolés du Tibet. Cet acte
les immolations, c'est un acte politique, c'est pas un acte de désespoir. Et justement, je pense que c'est très, très important. Parce que pour moi, on peut dire que cette immolation, c'est à peu près l'extrême de non-violence. On est à la limite de non-violence. Et pour moi, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé cette question. Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette immolation? Plus de 127 Tibétains qui sont immolés. Qu'est-ce que ça a donné à la cause tibétaine? J'ai dit, pour comprendre ça, il faut regarder les témoignages qui sont laissés par les immolés. Les immolés, ils appellent pour les Tibétains d'être unis, pour les Tibétains de continuer à battre et pour les Tibétains de continuer à suivre ce chemin de non-violence. Et pour moi, par leur sacrifice, ça a prolongé dans un sens cette combat non-violence du Tibet. Quand on voit les immolés qui sont prêts à brûler leur corps, mais sans faire mal à Chinois. Est-il vrai que les autorités chinoises s'en prennent aux proches des personnes qui s'immolent? J'ai pas compris. Est-ce qu'il est vrai que le pouvoir chinois arrête des proches de personnes qui s'immolent? Oui, il les oblige à dire parfois que c'est pour des raisons familiales que la personne s'est immolée et pas contre le pouvoir de Pékin, avec des pressions incroyables sur les conjoints. Alors, puisque vous dites répression, à tous les deux, de quelle nature est-elle cette répression qu'on entend justement dans la bouche des défenseurs de la cause tibétaine? Elle est multiple. La première répression, c'est l'absence de reconnaissance de droits religieux et de droits culturels. C'est-à-dire le fait de pouvoir apprendre la langue tibétaine, ça devient de plus en plus difficile. Il y a une assimilation forcée. Dans certaines régions, on parle, des enquêtes sont menées sur la stérilisation plus ou moins forcée des femmes tibétaines. Quand elles vont se faire examiner à l'hôpital pour des raisons de suivi, très souvent, on les rend stériles. Les déplacements et la sédentarisation. Il faut rappeler que les Tibétains, c'est un peuple à l'origine nomade. Enfin, en tous les cas, dans les parties campagnardes, etc. Le fait de faire venir massivement une population de la principale population chinoise, les Han, au Tibet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Tibétains sont minoritaires dans leur Alors, on estime à 5 territoire. millions le nombre de Tibétains, 6 millions selon le gouvernement tibétain en exil. Voilà. On va terminer par vous, Thénam. Une note d'espoir, quelle est-elle, si vous deviez en donner une? Moi, je pense que toutes les dictatures s'affrontent et ça change. Et la Chine aussi, elle va changer. Parce que c'est pas juste nous, les Tibétains, qui battent pour la liberté. Il y a des peuples ouïghours, il y a des peuples mongols, et il y a même les peuples chinois qui battent aujourd'hui pour plus de liberté. Et donc, je pense, peut-être ça va prendre un peu de temps. Et ça, c'est pas important. Peu important si ça arrive dans ma génération ou la génération de mon fils, mais ça va changer. Et un jour, Tibet retrouvera le paix et Tibet sera libre. Et ça, c'est votre souhait le plus cher. Thénam, merci beaucoup d'avoir témoigné sur TV5 Monde. Merci, monsieur le sénateur André Gattolin, d'avoir accepté de répondre à nos questions donc, sur la situation au Tibet.